Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi surtout sur lehockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Tout sur lehockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25 $ sur ta prochaine facture. ebox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Bon podcast! Présentation de tout sur lehockey.com. Le monde n'aime pas Twitter, c'est un site. On va parler de Twitter. C'est quoi nos pires takes Gazouillis. C'est quoi nos Twitter? pires gazouillis? Les pires takes Twitter qu'on a pris dans les dernières années. On remonte à pas si longtemps que ça, là, dans le sens que j'ai des takes de 2020, quelques-uns un petit peu avant, mais sinon, ça date de pas si longtemps que ça. Puis je nous lance, Pascal, je suis la première victime. Je vais commencer avec moi. Moi, je sais pas ce que Matt met là. Fait que j'ai un peu d'idées, mais c'est ça. Là, c'est ça. Pour expliquer un peu la méthodologie, je le sais qu'il y a certains sujets qui ont été plus à débat que d'autres sur Twitter. Il y a des espoirs qu'on a classés puis que ça a fait un peu jaser. Fait que je suis allé chercher dans ces raccoins-là. Puis j'ai trouvé certaines autres choses entre-temps, dont le premier tweet que j'ai trouvé. Je vais essayer de le mettre à l'écran. Je vais partager mon écran. Ça vient de ma part, en fait. Et c'est concernant les gardiens de but dans l'organisation des Canadiens. Le 15 mars 2022, à ce jour, je préfère les projets Jakub Dobeš et Frédéric Dekaut au projet Kaden Primo. Potentiel probablement plus haut pour Dobeš et Dekaut, mais aucune garantie à ce jour. J'estime qu'on a une bonne idée de l'avenir d'un gardien vers 25 ans. Au moins, je suis allé me couvrir avec la dernière phrase. Ça, c'est typique des hot takes pour se backer. J'ai dit que c'était pas sûr. Ben oui. Je fais ça moi aussi. Ben, tout le monde fait ça, en fait. Là. Quand j'ai vu ce take-là, puis j'ai vu le nom de Dekaut, Dobeš, je suis encore assez confiant par rapport à ça, mais par rapport à Dekaut, honnêtement, c'était vraiment, vraiment pas bon. Là, c'était quoi déjà son surnom? Le golem? Le gnome. Le gnome, c'est ça. Gnome. Ouais. Puis là, j'essayais d'aller voir, mais regardez, le post a été fait par un compte qui n'existe plus, donc je peux pas voir le contexte, malheureusement. Mais je sais que j'ai parlé quand même en bien de Frédéric Dekaut lorsque je l'observais. Il jouait pas mal.
Non, il jouait pas mal, mais son développement a été plutôt bizarre. Là, il est arrivé dans SHL, il gaulait pas tant que ça. Puis à un moment donné, on avait aussi la réalité des contrats au niveau de l'organisation. Ouais. Tu savais que tu avais des gardiens qui s'en venaient dans l'organisation, fait qu'on a préféré ne pas signer d'écart. Il n'y a jamais eu encore à ce jour de chance ailleurs non plus. Mais il faut dire que j'ai jamais été un grand fan de Caden Primo, là, quand même. Ouais. On l'est pas nécessairement beaucoup. Peut-être Jess, là, qui l'aime correct. Là. Je suis conscient que faut être patient avec Primo. Je sais que cette année, il n'y a pas une grosse saison. Puis je trouvais ce take-là intéressant parce que ça vient encore nous prouver que pour les gardiens, encore plus, faut pas s'avancer trop rapidement. Parce que dans le cas de Primo, là, présentement, tout le monde veut le renvoyer à Laval, puis c'est sûr qu'il passe pas au balotage, puis il est pourri. Mais là, même pas 6 mois, Primo, c'était sûr qu'il était réclamé là, au balotage. On peut pas le soumettre, il va être réclamé. Puis Primo, quand il était en NCAA, c'était le gardien d'avenir des Canadiens parce qu'il avait des super chiffres. Ça restait un choix de 7e ronde. Fait que c'est ça, faut jamais vraiment avancer trop vite dans le cas des gardiens, encore plus que pour les joueurs. Puis je pense que ce take-là vient quand même bien illustrer la chose parce qu'un gardien, ça va toujours aller en montagne russe. Ouais, on avait parlé justement, même à cette époque-là, qu'on aimait mieux Daubèche que Descartes, puis on s'était fait retweet par un certain journaliste qui aime Norlinder, que c'était le North American Bias, parce qu'il jouait en Amérique du Nord, donc on était biaisé de le mettre plus haut Daubèche juste à cause de ça. C'est comme, si c'est ton avis, c'est correct, mais je pense pas, ouais. Mais lui, ça aussi, c'était un mauvais take de la personne. Mais c'est ça. Il se mouille, fait que c'est sûr qu'il va avoir des mauvais takes. Exact. Ben, tu sais, c'est ça. Mais nous, ça nous dérange pas d'exposer ça. On est quand même gentil. On s'est adouci depuis quelques saisons au niveau de prendre ça personnel ou bien genre de juste répondre à toutes les trolls ou bien les faux comptes. Là. On s'est adouci. On a pris de l'expérience là-dessus. Des cheveux gris et de l'expérience. Je vais te lancer tout de suite sur ce take-là. J'essaie de retrouver le bon tweet, là, parce que tu en as fait plusieurs à ce sujet-là. Fuck you. J'ai en tête lequel tu parles. Ouais, ben c'est ça. Là. On va crever l'abcès tout de suite. Et c'est au sujet de Sean Farrell et de Joshua Roy. Là, j'ai trouvé un tweet par rapport à ça. Sean Farrell, qui n'est pas un plombier, à part lui, en fait, à part ça, à part Farrell, il n'y a pas de réel top 6 potentiel. Seulement des gars de milieu ou de bas de formation. Ilonen, Michak, Roy, Kidney, Heinemann sont intéressants. Ce n'est pas à la hauteur de Caulfield. Bon, ça, c'était dans le sujet de la discussion, mais là, j'ai pas retrouvé le tweet en tant que tel, mais je le sais que tu t'en souviens, Pascal. Non, fais pas comme si tu t'en souviens pas. T'as longtemps défendu Sean Farrell au point de dire que Sean Farrell allait avoir possiblement un meilleur développement / meilleure carrière que Joshua Roy. Jusqu'en décembre 2023. Ouais, c'est ça, c'est quand même récent, pareil. Même l'année passée, dans mon top 10, je l'ai mis en avant du Canadien. Je suis en avant de Roy vers la fin de la saison. C'est même pas dans le TSLH, le guide. Donc, Pascal, je te donne la chance de t'exprimer sur Sean Farrell et par rapport à Joshua Roy. Moi, je suis pas mal sûr que Sean Farrell irait à ses séances d'autographe, puis au moins il appellerait s'il irait pas. mais les deux sont dans la ligne américaine de hockey, mais Joshua Roy démontre plus de potentiel à tous les niveaux, presque. Je sais pas ce qui s'est passé avec Sean Farrell depuis sa deuxième blessure l'année passée, mais il n'est plus pas en tout le même joueur. Il crée beaucoup d'offensives
avec les contre-attaques et tout. Il s'est complètement disparu. Joshua Roy, lui, il s'est trouvé une chaise. Il en démontre un peu plus de temps en temps. Il joue pas nécessairement super bien en ce moment là, à Laval, mais niveau potentiel, en ce moment, Joshua Roy, il vaut-tu plus cher que Farrell, à 100% plus. Ça fait que c'est un bad take. Je pense pas que ça va revirer de bord, mais je pense pas non plus que Roy va atteindre des sommets dans la Ligue nationale de hockey. En tout cas, pas en ce moment, parce qu'il y a peut-être manque de sérieux dans la démarche, là, mais j'espère pour lui, dans le fond, que ça va être correct, là, parce qu'il y a de la place pour lui à Montréal en maudit. On va se le dire, dès l'année prochaine ou dès la fin de la saison. Mais non, niveau Farrell, puis... en fait, les takes que j'avais dit, c'était que ça fait longtemps que Farrell était meilleur que Roy, qui avait démontré plusieurs belles choses à l'international, plus que Roy, justement. Après ça, je trouvais plus intelligent sur la glace, qui n'était pas nécessairement faux, mais plus polyvalent aurait été le bon terme. Mais là, dans l'NCAA, parce que là, dans la Ligue américaine de hockey, il n'est pas capable de suivre. Il y a la maturité physique, il y a la vitesse qui n'est pas là pour tout. Fait que c'est un mauvais take. Je le prends, ça me dérange pas. Il y a même un gars qui m'a amené, justement, quand on avait ce débat-là. Je disais pas, c'est pas une vedette, là, mais on s'en reparle dans 4-5 ans. Ça fait juste 2 ans, puis il a raison. Ça me dérange pas, faudrait que je la retrouve, justement, pour dire you were right. Mais tu sais, ça fait juste 2 ans. Dans 2 ans, peut-être que Roy ne sera pas là non plus, là, mais ça demeure qu'il a démontré plus de potentiel. Écoute, j'ai 2 autres tweets concernant Farrell, puis ça implique même pas Joshua Roy. Fait que tu sais, on le sait que c'était ton boy pendant un bout. Ouais, pis... Machelli. Oui, mais non, c'est pas ceux-là que j'ai trouvé. Okay. En fait, celui de Machelli, c'est que tu mentionnais que si Farrell se transforme un peu comme Mathias Machelli du côté des Coyotes, on serait satisfait de son développement. Là. Mais okay, oui. Mais c'est avant que Machelli devienne ce qui est là. Non, c'est ça. Mais non, c'est plus au niveau 1er décembre 2020, Pascal. État des forces chez les espoirs du Canadien qui joue actuellement. Numéro 1, Sean Farrell. Ouais. Après Mathias Norlinder. Après Cole Caulfield. Après Jesperi Kotkaniemi, Yann Michak, Jesse Lonen, Jake Gorniak, Alexander Gordon. Fait que c'était vraiment, tu sais, en début de saison... les espoirs qui se démarquaient le plus. Fait que Sean Farrell se démarquait plus que Caulfield en décembre 2020. Et dans une autre discussion, on proposait le choix entre garder Farrell ou aller chercher Dustin Wolf, un gardien de but de 6 pieds. Et tu mentionnais perso, je ne prends pas le risque. J'aime mieux le 5 pieds 9 de Farrell que le 6 pieds de Dustin Wolf. Et c'était en mars 2023. Pascal, que ça fait mal, ça. Tes commentaires. Tu l'aimes-tu, Sean Farrell? Ouais, j'avais en haute estime. Hein? Mais Dustin Wolf, ça n'a jamais été mon préféré. J'avais quand même dit plusieurs fois ici au podcast. Puis ben, ça va super bien pour lui à Calgary. Ça va bien. Ça va quand même bien à Calgary pour lui, là. Donc, c'était un manque de connaissances par rapport à son potentiel, ou c'est juste que j'étais sous. Non, c'est sûrement pas moi. Il n'y a pas de E accent aigu débattable. C'est pas moi qui ai marqué ça. Il manque un T. C'est pas moi, ça. Je t'assure, Pascal, il n'y a pas de montage dans ce que je montre ce soir. T'es même pas capable. Non, mais ouais, écoute, c'est pas mal. C'est sûr que ça en est un qui va avoir des mauvais takes par rapport à lui, là. Mais moi, je pense, Pascal, que mes talents de montage sont plus développés que tes talents d'observateur quand vient le temps de parler de Sean Farrell. Va chier. Je suis pas Max. Je me suis pas tatoué, au moins. Il y a au moins ça. Mais tu sais, mars 2023, il est encore en NCA. Là. Il battait tout en NCA. Il y a ça aussi. Là. Mais ça fait partie des cas faut te mettre ça dans la colonne expérience. Comme... attends, on tweet plus. Dans la colonne d'expérience pour l'évaluation, les petits joueurs de NCA, il faut toujours faire attention, surtout à Harvard, mais dans d'autres divisions un peu plus faciles. Fait que c'est ça, c'est à évaluer. Alors que Coronato, ça allait bien, mais sans Farrell, c'est pas nécessairement le top. Puis à ce temps, il est dans le national de hockey, puis ça va quand même bien pour lui. Donc, on apprend tous les jours. Oui, effectivement. Puis, tu vois, pour continuer dans
dans le sujet de Dustin Wolf, parce qu'il était inclus dans ce que tu mentionnais par rapport à Sean Farrell. Bon. Là, c'est mon tour, Pascal. J'ai mentionné le 1er février 2022 que je n'avais pas parlé à aucun recruteur, mais je crois que Jacob Pelletier aussi est un intouchable chez les Flames et je le vois plus haut dans la hiérarchie des prospects que Wolf. Donc, je plaçais Jacob Pelletier en haut de Dustin Wolf dans la hiérarchie des prospects. Présentement, Jacob Pelletier a été boudé par tout le monde au balotage. Donc, pour un intouchable, c'est quand même... Ben, c'est vrai, c'est un intouchable, personne n'y touche. Personne n'y touche. Ah, ben j'avais raison, finalement. Il y a eu des blessures, ça demeure un petit joueur, il y a eu des blessures, puis tout. Fait que, tu sais, puis Calgary, c'est pas nécessairement une équipe qui va développer beaucoup des petits joueurs comme ça. Fait que, on pouvait te comprendre quand même, là. Ouais, exact. On a sous-estimé solidement Dustin Wolf. Oh, et puis tu sais, moi, j'ai toujours été un peu dur envers les petits gardiens, puis je vais en venir plus tard. Là. J'ai une coupe de take, moi, sur Devon Levi, là, que je me suis ressorti. Là. Fait que, en commentaire, on parle de Jacob Pelletier, l'intouchable ultime. C'était pas ma meilleure, mais j'étais beaucoup vendu à Jacob Pelletier, honnêtement. Tu l'avais vu vraiment jeune aussi. Ben, Midget 3, tu sais, que j'ai commencé à le regarder, puis c'était pas parce que je scoutais particulièrement, c'est que le cousin à ma conjointe jouait avec dans le Midget 3, fait que j'ai commencé à le suivre vraiment jeune, puis j'aimais beaucoup ce prospect-là. C'était un bon kid aussi, fait que c'est pour ça que j'étais vraiment beaucoup vendu sur lui, mais bref, ça n'a pas très bien vieilli quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est de Jacob Pelletier. J'ai quand même encore espoir, tu sais, que ça se poursuive, mais bon, à suivre dans le cas du Québécois. Puis il vient de rejoindre Laval avec Sean Farrell. Effectivement. Je vais regarder le contexte. Parce qu'on parle de petits de petits gardiens de but, mais vois-tu, le 20 décembre 2022, ce serait plus de l'école de pensée de signer un gardien qui a montré sa fiabilité. Quand on parlait d'aller chercher Devon Levi pour les Canadiens, c'était ça le contexte. On cherchait un gardien numéro 1. Là, on cherchait tellement un remplaçant à Carey Price en 2022 que là, Devon Levi, là, vu son rendement au championnat mondial junior, c'était le nouveau sauveur possible des Canadiens. Et moi, de dire, Devon Levi ne sera peut-être jamais un gardien numéro 1 dans la NHL. Donc, ça se peut que ça vieillisse. Pour l'instant, Levi n'a pas nécessairement montré son efficacité dans une charge de travail satisfaisante dans la Ligue nationale. Il n'y a pas loin de 4 buts par match cette année. Et tu sais, Buffalo, c'est ça. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est un peu dans la même ligne de pensée que Dustin Wolf. Les petits gardiens de but, je veux bien, là, mais il faut réellement qu'ils soient élites pour être capables. Jack Ivankovic va nous réhabiliter, va nous réconcilier avec les petits gardiens. Réconcilier avec... ouais, c'est ça. Exact. Fait que bref, en 2022, pour moi, Devon Levi n'était pas un choix un gardien numéro 1 dans l'avenir. Voilà. Donc, je pense que je vais m'en sortir un autre, Pascal. Oui, vas-y. Parce que celui-là de Farrell était dur pour ton... Ah, mais tout le monde le sait, au moins, c'est juste le truc avec Dustin Wolf, c'est quand même très drôle. Je me rappelais plus. Mais celui-là, il est quand même solide, honnêtement. Tu risques de rire de moi un peu, puis c'est bien correct. On est là pour ça. Si c'était en septembre 2020. Si j'ai à échanger un premier choix, j'échangerais beaucoup plus celui de 2021. Parce que c'est un repêchage qui est garni de défenseurs, alors que le pipeline à ce niveau chez le CH est déjà bien nanti, avec Romanov, Struble, Harris et Norlinder. Struble avec 2B. Oui, mais... oui. Hey, quel pipeline de défenseurs, hein, avec ces quatre-là. On échange le choix 2021, pas de trouble, parce qu'on n'a pas besoin de défenseurs. On a Romanov, Struble, Harris puis Norlinder. C'est pas tant faux. Quel mauvais take. C'est mais tu sais, si ça avait changé 2021, tu t'en rien foutu. On est allé en finale de la Coupe.
Tu sais? Ouais. Je dis on, mais j'ai pas rien à voir là-dedans, là, c'est les Canadiens. Là. Mais ils sont allés chercher Logan Mayou avec ce choix-là. Fait que. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que Mais là, tu sais, Romanov, tu le remplaces par Dak. Norlinder, tu le remplaces par Mayou. Puis, tu sais, Harris, tu le remplaces par, mettons, Hudson. Puis, tu sais, déjà, les 4 que j'ai nommés là, c'est déjà meilleur que les 4 que j'avais nommés en 2020, que je me disais dans ma tête, hey, le pipeline, il est solide avec ça, là, on est correct. Juste des gauchers. J'espère que tu aurais la décence d'y ajouter une clause de protection pour la loterie. je lisais oui, le commentaire. Ouais, c'était pas un grand take sur les défenseurs. Disons que j'aime mieux le pipeline présentement en défensive. C'est puis tantôt, je parlais de Devon Levi, mais j'ai aussi déjà mentionné que Jakub Dobeš, pour moi, est meilleur que Devon Levi en termes de potentiel. Ça, là, honnêtement, je l'ai sorti. Je suis encore confiant dans cette take-là. Ben oui, c'est pas si que c'était un pire take, mais vu que ça parlait de Levi, je l'avais comme enregistré, puis moi, celle-là, je pense que je vais le garder enregistré. Puis on voit que à tout le monde que tu réponds, ils sont quasiment tous masqués. Donc, c'est pas pour rien que tu parles pas beaucoup. Tout le monde est masqué sur Twitter. Ouais, ça... Matt, il aime beaucoup les gens. Écoute, c'est peut-être... Ben, si j'y ai répondu, c'est que au moment d'y répondre, non, il n'était pas masqué. Que... Donc, voir mon compte, je suis masqué, moi. Je suis-tu masqué? Non, L'archie est sûrement masqué. Ouais, celle-là, je vais le garder. Bon, là, je pense qu'on a assez martelé sur moi. Là. Pourquoi? On va transférer sur Pascal un en peu. 2020, j'imagine. Non, mais celui-là, il est pas si pire, honnêtement. J'étais quand même curieux de voir qu'est-ce que tu en pensais, puis c'est pour ça que je l'ai gardé. Là. C'est une évaluation des défenseurs en 2022 chez les Canadiens de Montréal. OK. 26 juin 2022, Pascal mentionnait sur Twitter, à mes yeux, dans leur prime avec le CS, Cherrott a été un 4e défenseur, Petrie a été un 3, Weber un 2, Romanov, Kulak 5 et 6, Wideman un 7. Le CH n'a pas eu numéro 1 depuis un méchant bout. Ça, c'est encore d'actualité d'ailleurs. Mais par la suite, on parle... Ben, en fait, tu évalues que Goulet serait un 3e défenseur. Et il y a des impondérables qui pourraient lui permettre d'atteindre un rang numéro 2. Justin Barron serait un 4e défenseur. Mathias Norlinder, un 7e. Arbor Xhekaj, un 6e. Strobel, un 6e. Harris, un 5e. Potentiel 4. Et Mayou, un 3e. Est-ce que à ce jour, Pascal, un an et demi plus tard, on est-tu encore dans la même évaluation? Pas nécessairement, non. On a plus de données. Je pense que Goulet, je le laisserais comme ça. Barron, j'avais dit un 4. Si son offensive se développe, un 3. On n'est plus là. On n'est plus là. C'est plus un 6. Norlinder, pas de trouble avec ça. Xhekaj, pas de trouble. Strobel, pas de trouble. Harris, je pensais que sa rapidité allait plus se développer. Je pensais que Saint-Louis allait plus utiliser au niveau offensif. Ça n'a pas été le cas. Mais c'était plus un gars qui sortait à rondelle. Fait que tu sais, et je comprends un peu, là. Fait que 6-7. Mayou, un 3. Si sa défense se stabilise et ses distractions s'en va, tu sais, le potentiel, on le voit, là. On voit le package de ce gars-là, mais 3e, je suis pas prêt à dire ça pantoute. Je pense qu'il est gros max 4e. Puis j'avais aussi dit ailleurs que Subban n'était pas un premier à mes yeux. Je pense que c'est Saint-Lô qui m'a traché. en privé, pas traché. Saint-Lô, il est gentil avec moi. Mais il disait que selon lui, c'était vraiment un premier. Puis tu sais, c'est comme... J'ai de la misère à le mettre premier dans l'évaluation de premier défenseur à cause de tout ce qu'il faisait de négatif. Mais dans l'impact qu'il y avait à Montréal, c'est sûr que c'était un premier. Mais c'est tout le temps la définition de qu'est-ce qu'un 2, qu'est-ce qu'un 3. En ce moment, il n'y a aucun 1, il n'y a aucun 2 à Montréal, potentiellement. À mes yeux, Hudson, ça serait le fun qu'il soit un 2, mais
t'as un 3 spécialiste, là. Moi, je le vois comme ça, là. Potentiellement, 3 spécialistes. Ben, en tout cas, ce qu'on voit en ce moment, c'est assez impressionnant ce qu'il fait, là. Mais en dehors de ça, il faut Schaefer. Pas le choix, il faut Schaefer. En complément, chez les défenseurs, puis ça, c'était 1 an plus tôt. Fait qu'un an plus tôt de ce qu'on vient de mentionner, le 10 août 2021, Norlinder, tu voyais comme un 5-6 avec du jeu sur le powerplay. Peut-être un 4 s'il s'améliore dans sa zone. Harris, un 4-5. C'est quelque chose qui est revenu souvent dans les tweets que je voyais, Pascal. Harris, tu le voyais sur un 4-5. Ouais. Goulet, 3-4 physique. Leader, premier piqué, deuxième powerplay. Et Struble, s'il demeure en santé, pourrait tous les shifter. Donc, dans tous, on inclut Caden Goulet. Ah non, ça, c'est cave un peu. Ça, c'est un petit peu cave. Ouais, Struble, encore une fois, c'est un potentiel qui était assez intéressant, mais il n'y a aucune offensive, fait que ça n'a aucun rapport comme take, là. Mais tous shiftés à part Goulet, j'aurais pu vivre avec, là, mais tous les shiftés, incluant Goulet, nah. Mais en tout cas, c'est en août 2021. Goulet a été repêché en octobre 2020. Ouais. Je peux comprendre mon take. J'avais pas mal plus vu Struble que Goulet. Goulet, je l'avais, je pense, 16e sur ma liste. Non, il était repêché 16e. J'avais genre 18-19 sur ma liste, je pense, sur ma liste, désolé, dans ce temps-là. Donc, j'étais pas le plus wow sur lui, comparativement, mettons, à Simon Servant, qui était un gros fan, qui l'est encore, il avait raison. Mais c'est ça. Écoute. Physiquement parlant. Mais je parlais du physique. Je parlais de rien d'autre. Je parlais pas de potentiel, non? C'est pas un mauvais take. Pascal, oui. J'ai été chien parce que j'aurais pu commencer avec le tout premier tweet. Puis on aurait vu une évolution dans tes takes. Mais vu qu'on est là pour rire, je suis parti des plus récents, puis là, je redescends vers les plus vieux. Là. C'est correct, ça. Je tiens à dire que, tu sais, Caden Goulet, dans le dernier tweet qu'on a montré à l'écran, pour ceux qui sont en vidéo, tu mentionnais qu'il pouvait se faire shifter par Struble, puis que ça paraît donc mal, puis ça. Puis par après, en 2022, tu parlais que ça allait être un 3 avec potentiel 2. Fait que clairement, Struble n'était plus dans la course. Mais en 2019, là, on comprend la genèse de tout ça. Le 21 décembre 2019. C'est dans mes premiers tweets, ça, c'est un avis. C'était dans les premiers, oui, effectivement. Tu répondais à Konsta Rotzokos, en tout cas. Will be a very interesting draft. Lot of talented guys could drop in the second round. Justin Barron, Alexander Pashin, Cormier, je ne me rappelle pas son prénom. Lucas Cormier, Caden Goulet. Donc, Oliver Sunny. En décembre 2019, Justin Barron et Caden Goulet étaient des gars qui pouvaient dropper en deuxième ronde, selon toi. Il n'y a pas de... Barron, le profil, ça a quasiment été ça, en fait. Puis Goulet, je voyais pas beaucoup d'offensive. Il créait beaucoup son offensive avec son shot. Donc, je trouvais que c'était un peu maigre. Mais avec tout ce qu'il faisait au niveau défensif, physique, dans toute la saison, il y a une belle évolution. C'est sûr qu'en décembre 2019, ça paraît mal, mais à la fin de l'année, quand on a fait notre liste, je l'avais haut pareil. Mais oui, ouais, c'est un mauvais take, mais pas super. On me dérange pas. Alexander Pashin, par exemple, lui, je l'aimais vraiment beaucoup à son repêchage. Il créait beaucoup de... En fait, il créait rien. C'est juste qu'il était capable de vraiment bien anticiper quand est-ce qu'un revirement allait être fait, quand est-ce qu'une passe dans l'enclave allait être faite. Fait qu'il était vraiment bon pour aller attaquer les espaces. Il s'est rendu jusqu'en Ligue américaine, je pense, avec Caroline. Mais il est retourné en Russie, puis avec raison. C'est un autre 5 et 8, 5 et 9, là, qui fait rien physiquement, puis qui fait off défensivement, il n'est pas là. All right. Pascal, je prends une pause de toi. J'y vais général parce qu'on a eu une question dans les commentaires sur Patreon concernant Axel Sandin Pelika. Oui. Puis c'est pas nécessairement dans les pires takes Twitter, mais moi je me rappelle personnellement, c'était un joueur que je catégorisais parfois dans la même catégorie qu'Andrew Crystal, soit le type de joueur qu'on aime classer haut pour flasher puis pour montrer que hey, moi je connais ça, tu sais. Fait que moi, ce type de joueur-là, des fois, ça mérite, puis j'ai été quand même vocal là-dessus. Puis Sandin Pelika, je l'ai classé 20e finalement.
Puis on se souvient, là, Seb, c'était un de ses coups de cœur à ce repêchage-là. On l'a tout augmenté et avec raison durant la saison. Mais Tristan Laliberté demande la progression d'Axel Sandin Pellikka vous a-t-il fait changer votre opinion sur son potentiel? Ben, tu sais, moi, la réponse serait oui. Il est dominant dans SHL présentement. Mais les red flags que j'avais au niveau physique, au niveau défensif, pour moi, je vais vraiment être capable de catégoriser que je me suis trompé sur ce gars-là quand il va venir en Amérique du Nord. Ouais. Là, présentement, il a un rôle très offensif. Puis on le sait, il est capable de répondre offensivement avec son talent. Fait que tu sais, je suis pas prêt à dire que je me suis trompé à 100%, mais est-ce que je referais ma liste demain matin et il serait plus haut? La réponse serait très fort possiblement. Un tiers plus haut, probablement. Là. Je pense pas que ce serait dans le top 10, mais dans le top 15, ça serait une très forte chance. Je l'avais où, moi? Je me souviens pas, tu l'avais où? Puis Maxime, en commentaire, nous fait part que Ugren, top 10 au repêchage 2022, était peut-être pas le meilleur. Juste 2 ans, on peut pas le dire. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, Max, il dit dans son commentaire que c'est tôt pareil, mais c'est ça. On te prêchera dans 2 ans. Il y a quand même plusieurs takes de liste qui sont pas très jolis. Puis j'en viens à ça, puis ça me concerne. On va y aller avec un petit tweet de 2021 de ma part concernant un joueur qui a fait couler beaucoup d'encre à son année repêchage. Et non, ce n'est pas Shane Wright. En décembre 2021, je demeure ferme. Brad Lambert est un choix top 10. Je l'ai 8e pré-World Junior. Je mettrais mon point sur la table. Finalement, je l'ai classé 15e. Je suis 9 ou 10 aussi. Là. Mais à ce moment-là, c'était un bon espoir. C'était un bon espoir. Mais on avait des données. Je regardais mes tweets sur Brad Lambert, puis moi, j'ai trouvé toute la saison qu'il jouait bien. Mais à un moment donné, quand l'offensive ne répond pas, puis que tu n'es pas capable d'avoir un impact autre que d'être efficace sur la patinoire, c'est difficile de justifier de te garder dans mon top 10. Puis dans des tweets, je mentionnais, je pense que Brad Lambert, c'est le genre de joueur qui va nous faire regretter son classement. Puis je l'avais gardé 15e cette année repêchage-là. Il est sorti à la fin de la première ronde. Je pense qu'il est sorti 30e à peu près. Ouais, 27, 28, 29, 30. Là, c'est ça. Fait que tu sais, à ce moment-là, on l'a vu, là, c'était un mauvais take. Là, ça commence à se recorriger tranquillement. T'sais, Brad Lambert dans la Ligue américaine, ça va quand même bien. Son développement est plus long là, parce qu'il n'a jamais vraiment été capable d'être dans un rôle offensif. Fait que ça va être à suivre, mais à ce moment-là, en décembre 2021, l'avoir 8e, puis vraiment d'aller dire, je mets mon point sur la table, que c'est un choix top 10, puis que finalement, je le classe 15e, puis que finalement, il sort 30e. C'était fait mal au point en allant un coup sur la table. c'est pas yable. C'est pas un grand take. Si je continue par rapport à des listes, je vais continuer de me taper dessus un petit peu. Là. Non, on va y aller avec un petit take des Canadiens, tiens. Ça date de 2019. Quand même un bout, ça. Mais on va rire. Dans 3 ans, soit à la 2e année du contrat de Tatar, du moins espérons-le, Kotkaniemi, Suzuki, Payling, Caulfield, Domi et Drouin, ça va être le top 6. Puis là, après ça, je disais, tu sais, en ajoutant Dano et Gallagher à cet effectif-là, signer Tatar à 6,5, 7 millions, ça devient un peu tannant. C'était dans le temps que moi, j'ai milité longtemps pour échanger Thomas Tatar. Mais quand même, dans mon tweet, je sous-entends que le top 10, puis un solide top 6, là, ça incluait Payling, Drouin, Domi, puis Kotkaniemi. Là-dessus, il en reste 2. Ouais.
On pourrait arrêter de tweeter en décembre. On dirait que toutes les sont toutes en décembre, nos mauvais tweets. Ben, écoute, ce tweet-là a été fait le 23 décembre 2019. Je soupçonne un état d'ivresse lié à cette écriture de tweet-là. Ouais, en plein moment où on voit Dra faire dans le premier tweet. Mais oui, ouais, c'est... Mais tu sais, à ce moment-là, Kotkaniemi, il venait d'un choix top 3 en 2018, ouais, Caulfield venait d'être repêché. C'est comme Drouin venait d'être allé chercher. Fait que, il y a comme plusieurs. Dans le contexte, c'était incomprenable. Domi, c'est celui-là qui a fait une bonne saison. Fait que, non, ouais, on peut comprendre ton tweet, là. Merci de me défendre. Je pense qu'on peut comprendre à ce moment-là. Ton tweet. On s'était pas encore connus, en plus, à ce moment-là. Je t'en reviens un mois plus tard. La pandémie aussi, 4 mois plus tard. Ouais, non, c'est ça. J'en ai un solide aussi pour les Canadiens. Je le fais apparaître à l'écran. Octobre 2020. Mes prédictions pour le CH. Ça fait mal. Dawson Mercer va être choisi au 16e rang. Sam Colangelo devient disponible. Le CH le prend en 2e ronde. Puis Jake Virtanen ou Craig Smith va s'ajouter à l'équipe avant le camp. 0-3? Oui, puis Jake Virtanen, on s'entend qu'avec ce qu'on a su par après, tu veux pas avoir ça dans l'équipe. Hein? Nope. Mais il faut se rappeler, par exemple, à ce moment-là, le Canadien n'était pas en reconstruction. D'où la raison pourquoi je voyais l'ajout d'un de ces vétérans-là. Mais bref, pas des grandes... Mercer a été aussi un bon choix. Hein? Ben écoute, ce tweet-là est un peu pour mettre la table sur les takes de Mercer, parce que j'en ai fait une coupe. J'ai celui-là ici, que je vais faire apparaître. C'était en lien avec quel... Ah, ben c'est toi qui a lancé la discussion. Mm-hmm. Le joueur qu'on veut, le joueur qu'on croit qu'il va être choisi, et le joueur qu'on ne veut pas. Puis moi, le joueur que je voulais, c'était Dawson Mercer. Le choix que je croyais que ça allait être, c'est Dawson Mercer. Puis le choix que je voulais pas avoir, Yaroslav Askarov. Askarov, tu me surprends avec 2 D. Ouais. J'ai fait de quoi? J'ai-tu dit de quoi dans ça? Non, tu auto-répondu? Non, t'as juste ri de moi, là. C'est okay. Parce que je répondais à ton tweet, ouais, mais t'as ri de moi par rapport à Askarov, que je le voulais J'ai rien pas. fait. Dans les commentaires, mettons que tu payes sur le tweet, là. Même moi, je me suis pas retweeté ou whatever. Sûrement des mauvais trucs là-dedans. Hein? Seth Jarvis que tu voulais, le choix que tu croyais que ça allait être, puis Dawson Mercer. Christmas. Noël. Christmas Fusil Hour. Ouais, pour Noël Gunler. Le joueur que tu voulais pas, ouais, c'était mauvais, ça. Ouais, ça. Prochain épisode, Pascal, on va faire le tour des mauvaises jokes Twitter que tu as fait. Non, mais j'ai été surpris de voir que je voulais pas Askarov, puis en même temps, tu sais, je pouvais comprendre parce qu'en 2020, Price était encore là. Hein. Ouais, c'est ça. Puis il venait d'avoir un mauvais WGC l'année dernière. Askarov avait été pas bon, pis ça. Fait que, mais là, aujourd'hui, ça vieillit mal un peu parce que, tu sais, même si je crois que Dobush et Fowler sont d'excellents gardiens de but pour l'avenir du CH, je pense quand même que Askarov leur est supérieur. Là, fait que... Ben, il y a plus de données dessus pour affirmer ça, là, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Puis pour t'encourager, Pascal, il y a Max en privé qui l'a quand même ri, la joke de Noël Gunler. Fait que... je l'aimais pas, ce joueur-là. Je sais pas si vous s'en souvenez quand on faisait des vidéos d'évaluation de profil ou même quand on en parlait avec l'Archie. Je disais beaucoup qu'il est souvent fâché après ses coéquipiers. C'est ça. Il n'a pas donné grand-chose. Je pense pas qu'il devienne un joueur top 6. C'est dommage parce qu'il avait quand même le potentiel. Mais j'ai eu raison. C'est pas nécessairement un mauvais take de ta part. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça, Pascal. C'était en lien avec le repêchage 2020. Le consensus, c'est pas nécessairement le rang, mais des tiers. Lafrenière, numéro 1. Byfield, numéro 2, accepté à 75% au niveau du consensus. Après ça, ça reste le zoo. Et tu as séparé des tiers composés de Stützle, Drysdale, Lucas Raymond. Et l'autre,
Alexander Holtz, Marco Rossi et Cole Perfetti. Est-ce que tes tiers pour ce repêchage-là seraient similaires encore aujourd'hui? Oh non. Stützle serait premier. Laf serait deuxième dans son tiers. Très proche de Stützle. Byfield serait probablement dans le troisième tiers avec Raymond. Drysdale, Rossi, Perfetti serait dans le même probablement. Je n'ai pas en tête les autres, là. Mais Holtz serait. Oh. Ouais, c'est dommage, là. Ben, il y a Jake Sanderson, là, comme Max nous dit en commentaire. Là, moi, je l'avais moins vu, lui. Puis, ben, c'est ça, dans le tweet, il n'est pas là, mais en considérant aujourd'hui comment Jake Sanderson joue pour les Sens, d'après moi, il y aurait une place dans le deuxième, probablement. Dans le deuxième tiers. Là, probablement dans le deuxième ou un 2.5 entre Laf et Byfield, là, parce qu'il est assez solide. Exact. Donc, ça en était une petite facile, ça, Pascal, pour toi. Là. Je te garde ton pire pour la fin. Un gros close-up. Mais avant ça, moi, j'en ai d'autres. J'en ai même plusieurs. Moi, j'en ai quand même pas mal. Tu sais, j'en ai un ici. T'étais plus actif avant sur Twitter. Tu y allais plus t'étais plus... Ouais, là, je le savais pas mal. C'est concernant Zach L'Heureux. En février 2021, j'ai Zach L'Heureux, 22e attaquant. Il n'est pas dans mon top 32. Je trouve qu'il a des belles habiletés offensives, mais pour l'ensemble de l'œuvre, entre parenthèses, attitude, je le prends pas au premier tour. Puis je mentionnais, ça peut changer d'ici le draft. Ça l'a pas changé. Zach L'Heureux n'a pas été dans mon top 32 cette année-là. Puis on regarde ses débuts au hockey professionnel. Oui, c'est encore une tête folle, mais on voit que dans la Ligue nationale, il pourrait avoir un impact. Autant j'aime pas nécessairement ce profil-là, parce que je peux pas dire que j'aime pas le gars. Moi, je l'ai vu à la Coupe du Président contre les Remparts en point de presse, puis ça a l'air d'un bon kid. Là. Mais sur la glace, parfois, je trouvais qu'il nuisait plus à son équipe dans la façon qu'il jouait. Puis ça me rebutait un peu là, pour le top 32. Là. Puis c'était-tu un post sur le Canadien? Sur les Canadiens ou ben c'était sur ta liste, sur une liste? Ouais, c'était sur ma liste. Là. C'était pour savoir si Zach L'Heureux est loin du top 15. J'avais sorti un top 15 des meilleurs attaquants. Puis, moi, je l'aimais pas bien non plus à cause de l'attitude, justement. Puis ça baissait dans les listes. Puis tu sais, on parle souvent d'attitude, qu'on n'en regarde pas vraiment ça parce qu'on peut pas parler au coach, tout. Mais lui, son attitude sur la glace était très reprochable. Et il a été beaucoup en ligne américaine aussi, tu sais, quand tu insultes les arbitres, puis tu fais plein d'affaires avec les arbitres, c'est un peu tannant. Donc, je pense pas dans le contexte montréalais, il aurait été encore... En fait, il aurait été vraiment bas pour aller chercher pour un joueur à Montréal, mais je pense qu'il était assez aimé par les dirigeants à ce moment-là. Là. Mais c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement. Si les Canadiens allaient chercher là, OK, parce qu'il a pris sûrement de la maturité ailleurs, aux États-Unis. Mais je suis pas en désaccord avec mon évaluation de lui à ce moment-là à cause du contexte de l'attitude. Mais c'est quand même bien qu'il ait mûri, qu'il ait démontré être capable, malgré tout, d'être un joueur efficient contre des adultes. Tu sais, je regarde dans la même discussion de Zach L'Heureux, c'est ça, j'avais sorti mon top 15 des meilleurs attaquants, c'était en février 2021. Puis tu sais, je regarde des attaquants qu'il y a là-dedans, L'Heureux a sa place, là. Présentement, là, il y aurait clairement sa place. Tu sais, j'avais Fabian Lysell au 4e rang des meilleurs attaquants. Gunther 7e. Gunther 7e, Simon Robertson qui est 8e, tu sais, même Aatu Ratti, que j'ai été sévère à son année repêchage, tu sais, dans la Ligue américaine, il se débrouille quand même bien là, tu sais, versus d'autres gars que j'ai présentement. Même Isaac Rosen, tu sais, j'étais quand même high sur lui comparativement à d'autres, puis tu sais, dans la Ligue américaine, ça va bien, tu sais, pour Rosen. Samoskevich, c'est quand même... ça va quand même bien pour lui en Floride, si on compare avec Coronato et Farrell. Les deux sont pas mal dans la Ligue nationale. Puis pas l'autre. En tout cas. Là, c'est pas moi qui tourne le fer dans la plaie. Ouais. Il me dérange pas bien. J'ai pas de tatou, moi. Le gars, il me paye sa tête à l'Archie. J'en ai des bons, là. Mais celui-là, il est gênant pareil, là. Mais c'est pas grave. On va y aller.
2 février 2022. J'écrivais sur Twitter. Le CH n'a pas de prospect avec des gabarits intéressants en offensive. Il pourrait repêcher Slavkovski au 3e. Ce serait pas fou si la loterie n'est pas favorable. Finalement, ils ont repêché Slavkovski. J'avais pas tort. Mais après, en ajoutant un 2e first round, Nathan Gaucher, Bryce McConnell Barker en 2e ronde. Hashtag on jase. Feriez-vous un trade... Je me fais poser la question. Feriez-vous un trade down de 2-3 positions pour Slavkovski? Là, après, ça se gâte. Si c'est pour se priver de Savoie ou de Cooley, non. Pas à mon avis. Ils se reprendront avec Nathan Gaucher. Fait que moi, je trade down pas pour Slavkovski. Je pogne Savoie ou Cooley, puis je pogne Nathan Gaucher après ça avec le 2e choix de première ronde. Considérant comment Slavkovski se débrouille présentement dans la Ligue nationale, ça paraît pas très bien, cette réponse-là. Non, mais tu sais, Cooley, tu sais, il y a quand même un débat pour qu'il soit premier encore, là. Fait que je pourrais défendre ton take, mettons. Mais c'est ça. Ça demeure que ça fait juste 2 ans, là. Mais il est pas gênant. Je le trouve pas gênant. Parce qu'en février, il n'y avait pas encore. Il y avait pas encore eu les Olympiques puis tout avec Slavkovski. Il n'y avait pas Reza encore là. Non, ça fait que en fou là. Faut comprendre ça aussi là. Et ce qui a fait en sorte qu'il est sorti haut, c'est entièrement son jeu à l'international. Ok. C'est pas si pire ton take là. J'en ai un autre par rapport à. Ouais, t'as vu ce qui s'en vient. Ça sera pas chic, ça. 25 novembre 2021. Deso. On salue Deso. Salut Deso. La relève. Ça vient de la relève, cette question-là. On a fait mention rapidement dans le podcast cette semaine, mais je serais curieux de connaître votre opinion, les boys. Puis la question était à moi-même, à Sim Servant, puis à toi, Pascal. Si Owen Power était du draft actuel, est-ce qu'il sortirait à quel rang et derrière qui? Puis ça, c'était pour le repêchage 2022. Donc, moi de répondre en novembre 2021, je mettrais Power 2e, mais Cooley et Savoie sont très proches à mes yeux. Mathieu Savoie est proche d'Owen Power, puis aucune mention de Juraj Slavkovski à ce moment-là de l'année. Slavkovski, à ce moment-là, je l'avais 6 ou 7e dans ma liste, là. Fait que je comprends un peu pourquoi j'ai pas amené son nom. Mais Mathieu Savoie est resté pas mal dans la discussion pour 2e, 3e sur ma liste toute la saison. Puis c'est pas nécessairement un take qui me rend si fier que ça présentement. J'ai hâte qu'il se développe un peu plus, là, mais... Ouais, parce qu'il est dans une organisation qui vont développer son potentiel offensif, mais il n'y a pas de place. Il y a 0 place. J'ai vraiment l'impression qu'il va encore servir de monnaie d'échange pour Edmonton à la limite des transactions pour aller chercher un défenseur ou un autre attaquant. Ou un gardien de but s'il trouve la lumière au bout du tunnel. On va leur donner un bon tambour. Ouais. Ça va. Quand je dis on, je veux dire il. Dernier take pour moi. Puis tu sais, on n'a pas nécessairement parlé tant que ça de lui parce que on était vocal sur Shane Wright. Puis je pense pas qu'il y a de mauvais takes à sortir pour l'instant de ça. Même s'il y a une saison difficile cette année, tu sais, je pense qu'il faut attendre encore un peu pour avancer qu'il a floppé les attentes, mettons, là. Je suis de moins en moins confiant par rapport au fait que je l'ai mis premier, mais ça, tu sais, ça a le temps de changer encore. OK? En janvier 2022, le upside offensif est vraiment du côté de Shane Wright versus Logan Cooley. Ça, ce take-là, je trouve qu'il est mauvais. Parce que le pire, c'est que je trouvais que je plaçais Wright pour son efficacité globale sur le jeu versus Cooley qui avait plus de points d'interrogation au niveau de son implication défensive, au niveau de sa capacité à produire à 5 contre 5. Puis tu sais, on l'a vu avec les Coyotes, avec Utah. Tu sais, Logan Cooley à 5 contre 5 en début de carrière, ça a été dur un peu. C'est un peu comme Matvei Michkov présentement.
Mais de là à dire que le upside offensif est vraiment du côté de Wright. En janvier, c'était difficile, mais quand même, je tiens à me rétracter plus loin vers la fin de la saison. Je mentionnais quand même que si on comparait juste les points en carrière, Logan Cooley avait plus de chances de finir en haut de Shane Wright. Ouais. Mais reste qu'à ce moment-là, en janvier 2022, c'était pas un très bon take. Il y avait beaucoup de jeux. Enfin, il y avait beaucoup de juniors dans le jeu de Cooley. Hein, on va se dire. Puis il jouait dans la SHL, dans la USHL. Right, il n'y avait pas nécessairement une excellente saison avec Kingston, mais on voyait quand même que son intelligence elle fonctionnait bien dans la relance, puis dans juste la cohésion sur la glace. C'est juste que ça va faire partie des gros dans la colonne d'expérience pour Wright, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Il faut vraiment regarder ce qui se passe là, puis la projection aussi. Oui, c'est important le passé, mais pas à 100%, surtout quand il manque une année. Fait que c'est ça. Fait que oui, je comprends ton take, mais c'est sûr qu'avec l'arriérage, on peut se dire ouais. Peut-être pas. Voilà. Pascal, dernier take. Le dessert pour la fin. Puis là, suffit qu'on va rire. Ouais, c'est ma première liste. En réponse à Yoke Novalainen, qui Scouts de Caroline, ça. Qui est rendu recruteur pour les Hurricanes. Je partage à l'écran, Pascal. Jan Mysak is such an interesting player. Future mid-first round steal. Jan Mysak, le choix de milieu de première ronde qui serait un vol. Tes commentaires, Pascal? Ouais, ben ça, c'est avant qu'ils s'en viennent en Amérique du Nord, si je me souviens bien. Il était encore vu comme un espoir assez de... Tu sais, pas de champ gauche, là, mais le monde qui était un peu échaudé, le mettait un peu plus haut en première ronde, qui s'en venu en Amérique du Nord. Ça allait super bien pour lui en Amérique du Nord, ça a super bien été. Mais il n'a jamais pogné le step de plus les années suivantes. T'sais, moi, je l'avais, je pense, 14e à ma liste finale de 2020. Fait que c'est pas sorti de nulle part. Au moins, j'avais le même take en décembre 2019. C'est en 2020 qu'il a été repêché. Oui. Il a été repêché en deuxième ronde. Ouais, il est là. C'est ça. Un steal. Ouais, un steal. J'étais pas le seul bon à ce moment-là qui l'avait quand même assez haut dans sa liste. Là. Faut regarder ça. Jan Mysak. Le monde s'en souvient sûrement. Là, j'en parlais très, très positivement de lui. Là, puis je suivais beaucoup sa progression dans son pays, en République tchèque. Après ça, quand il s'est venu à Laval, c'est l'année à Laval ou la moitié de saison à Laval qui l'a tué un peu là, pendant la COVID. Là, ça n'aurait pas dû être le cas. Ça l'a brimé un peu son développement, mais probablement que ça n'aurait jamais rien donné. Fait, il a donné Jacob Perreault, c'est-tu? Jacob Perreault qui s'est tradé contre lui? Ouais. One-on-one. Wouh! Qui est pas mieux. Non, il est dans le top 50 des meilleurs espoirs de la nationale de hockey, comme tu disais. J'avais mis Gabe Perreault cet été. Ouais, en tout cas. Il y a... c'est pas fini, hein? Concernant Jan Mysak. Ouais, j'en doute pas. Ça ne fait que commencer, mon ami. Non, il y a un trade qui est intéressant. Puis on va voir Mysak plus loin, mais dans une conversation, Seth Jarvis ou Hendrix Lapierre, si ça se confirme pour Lapierre qui est en santé, que c'est un problème de colonne, je pense qu'il y a des problèmes de dos, là. Lapierre, sinon Jarvis, donc de ce que je comprends, tu préférais Hendrix Lapierre à Seth Jarvis? S'il n'y avait pas eu le contexte de blessure, oui. Au début à ce moment-là, en avril 2020, c'est-à-dire avant qu'on aille Instat. Donc, j'avais vu pas mal moins de matchs que quand j'ai fait ma liste en octobre 2020. Ouais. C'est comme ça que je le voyais. Par la suite, dans le thread, tu mentionnais que Sanderson, si le CH glisse suite à la loterie, ça risque d'être lui leur choix.
C'est très bon. Si il repêchait plus haut. Ce à quoi on voit une réponse. J'aime pas l'idée de repêcher Sanderson. Un attaquant me semble mieux. Je ne suis pas enclin non plus. Je serais déçu un peu même si c'est un bon espoir. À la limite, Quinn, Holtz, Perfetti, Rossi avant Sanderson. Ça, c'est pas toi qui le dis. C'est un autre Twitter. 100% d'accord. Même Michak, j'hésiterais. Donc, Pascal, t'hésiterais à prendre Jake Sanderson pour Yann Michak? Est-ce que c'est ça que je comprends? Non. Non, mais il y a des tweets qui sont supprimés, là. Je l'aimais bien. 29 avril 2020, Sanderson, à ce moment-là, encore une fois, je le connaissais pas beaucoup parce que j'avais pas encore une stat. Puis je l'ai eu en juillet. Je me suis rétracté un petit peu. Même dans mon profil que j'avais fait de chez Sanderson, je disais que c'est surtout parce que j'ai toujours été très honnête dans ma façon de faire les profils. À partir de 2021, c'est sûr que j'avais une stat, fait que je regardais tout jouer. Mais en 2020, quand j'ai fait des profils, il y en a que j'avais pas vu jouer à la publication de leur profil. Fait que je disais beaucoup où j'avais pris mes informations, les vidéos pis tout. Mais l'entièreté de ces profils-là, quand j'ai eu une stat, je suis allé avoir tous les joueurs pour confirmer les takes. Fait que, mais Michak, même après avec une stat, je l'avais en très haute estime. C'était un excellent junior. À son année de repêchage. Après ça, c'était plus difficile. Ouais. T'as une expérience. Ouais. Écoute, Pascal. Nos Patreons vont baisser d'environ 75 membres demain. On pourrit finalement. Ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Mais regarde, on va continuer avec un petit dernier. Juste pour dire qu'on tourne comme il faut le couteau là, dans la plaie. What's your boldest prediction for the draft? Donc, Josh Bell qui demandait quelle est ta prédiction la plus osée pour le repêchage? Pascal de répondre Jérémy Poirier qui sort de la première ronde et Yann Michak qui est pris dans le top 10. Il voulait quelque chose de bold, fait que. On voit que mes boys, ça donne pas grand-chose souvent. Caroline, on voit que je change de profil de joueur. Est-ce qu'on s'enligne pour la même chose avec Cole Rechny cette année, Pascal? Non. Ouais. Alors, je vais baisser 29 en fin de compte avec Cole Rechny. Je vais me backer. Là. Non, c'est. Écoute, on l'a toujours dit, hein. La certitude, c'est qu'on va se tromper. Puis l'amour est aveugle. Exact. Faut faire attention avec les joueurs qu'on aime trop. Comme Mathieu Savoy, mettons, dans mon cas. Comme Nathan Gaucher, dans mon cas. Mais Nathan Gaucher, je l'ai expliqué de long en large, pour la certitude qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Puis j'étais conscient qu'il allait pas avoir un gros potentiel offensif. J'espère quand même qu'il va continuer à se développer comme un troisième centre, comme moi je le voyais. Mais c'est ça. Quand t'aimes trop un joueur, des fois, c'est difficile de rester objectif totalement par rapport à son classement. Absolument. Alright. C'était le fun, Pascal, ce petit segment-là. Puis il y a Charles en commentaire là, qui nous mentionne « Bravo pour la belle preuve d'humilité. J'adore ce sujet de podcast-là. C'est très drôle. Puis nos réactions l'ont fait rire pas mal. Fait que tant mieux. Si t'as apprécié le moment, Charles. Je pense que Pascal, rendu à Michak, il appréciait moins le moment, mais... Ouais, c'est pas grave, je me console en disant que j'avais Matthew Nice en très haute estime en 2021. Je pense que plusieurs personnes sont d'accord avec moi. Mais les mauvais takes, il y en a beaucoup. Oui. Mais, tu sais, honnêtement, c'est pas pour faire de la prétention ni rien, mais, tu sais, j'ai cherché en écrivant dans la barre de recherche de nos profils, tu sais, certains joueurs que je savais qu'on allait avoir quelques mauvais takes. Puis, tu sais, honnêtement, je suis sûr qu'on en a d'autres. Là. Ah ouais. C'est juste que je les ai pas vus. Là. Sur Pasta Job ou bien sur d'autres. Mais en dehors du repêchage, on parle pas beaucoup nécessairement. Fait que ça va être le Canadien puis les repêchages. Mais en dehors de ça, c'est assez dur d'avoir des takes sur la NHL parce qu'on commande pas beaucoup la NHL en tant que telle. Non, c'est ça. Mais puis c'est vrai, j'en avais deux autres dans les commentaires. On a eu des enquêteurs du web sur Patreon qui nous ont aidés à aller chercher des... Il y a Simon Liboge qui nous en a sorti deux. J'ai oublié d'aller les checker.
D'après moi, ça devrait être laid, ça aussi. Ouais. Ah oui, c'est laid. Ouais, Oui, c'est laid. C'est laid. C'est laid. OK, c'est bon, on n'a pas fini. Il en reste 2. Uri, sacrément. 15 septembre 2021. C'était au début de la saison du repêchage de Slavkovski. Juraj Slavkovski et Simon Nemec sont 2 excellents prospects pour le repêchage 2022, calibre top 10 facile. Je pense par contre que Dalibor Dvorsky leur est supérieur. Mais tu sais, en septembre 2021, je peux comprendre parce qu'il était solide dans la saison. Moi, j'ai pas fermé ma gueule en bonheur de même en saison. Ça n'a pas de sens. Il était solide, tu sais. Ça, là, c'est le genre d'affaire qui vient nous montrer que du name-dropping, des fois, ça vaut pas de la merde, tu sais. Puis là, je me suis fait prendre à mon propre jeu en allant de cette déclaration-là parce que Slavkovski et Nemec ont fini de loin plus haut que Dalibor Dvorsky. Là. Ouais. À ce moment-là de la saison, peut-être que c'était véridique. Mais tu sais, là, tu ressors ça 3 ans après, puis j'ai l'air fou, là. Tu sais. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, mais le monde fait ça souvent, puis soit ils suppriment, ou soit ils font juste ressortir les positifs. Mais on fait pas ça nécessairement pour flasher ou ça, tu sais. Nos podcasts, nos épisodes sont là pour prouver whatever, tu sais, que le monde s'en souvienne. Moi, je me souviens jamais de rien. Fait que, mais ça, c'est le fun, c'est encore plus le fun. Je trouve, là. C'est ça. Puis tu sais, on va se le dire, là. Tu sais, là, on sort nos mauvais takes. Mais dans mes signets, j'en ai pas mal des mauvais takes qui sont pas à nous autres, là. Tu sais, par rapport à du name dropping de même, que ça n'a pas de bon sens, que tu avances quelque chose comme ça trop rapidement. Tu sais, on n'est pas les seuls, là. Il y en a énormément, là. Je suis en train de scroller je suis en train de scroller mes signets, là, puis il y en aurait pas mal. Pas mal. Mais j'irai pas là-dedans. Non. J'aimerais ça, mais j'irai pas. Ça sert à rien, de toute façon. Non, c'est ça, exact. Puis le dernier que Simon nous avait trouvé, Simon Limoges, notre enquêteur web. Merci, Simon. Merci. Ça me concernait finalement. Merci, Simon. Mais je sais pas si c'est un mauvais take. Tu sais. Dans le fond, tu avais sorti le profil de Paul Lodvinsky. Puis tu sais, je mentionnais en mars 2022, Paul Lodvinsky me démontre ce soir qu'il peut effectivement être un bon joueur complémentaire à une vedette ou un joueur moins bon. J'aime beaucoup son jeu. Pas un gars de première ronde, but still. Puis tu sais, là, dans la Ligue américaine, Lodvinsky, il a genre une passe. Il était repêché en 2e ronde, lui, non? Ou en 3. Il me semble que oui. Oui, puis on avait été surpris quand même. C'était le genre de joueur qu'on voyait peut-être plus 3, 4. Ouais, parce qu'il était meg quand même, si je me souviens bien, son repêchage. Là. Fait que tu sais, c'est pas un si mauvais take. T'sais, oui, dans la Ligue américaine, présentement, il produit pas, là, mais je peux pas m'avancer plus que ça. Je l'ai pas regardé jouer. Là. Fait que je sais pas s'il complémente ses coéquipiers sans nécessairement avoir un apport de points. Là. Mais c'est ça. Donc voilà pour mes Regarde, on va y aller dans un, là, parce que j'ai vraiment le goût. Là. Tu sais, quand on parle de name dropping, là, le 28 mars 2024, même pas, c'était avant ça. Bref, je vais taire le nom, mais on parlait d'Eric Olson comme une cible potentielle de gardien de but pour le Canadien de Montréal dans les premières rondes du repêchage. Puis Eric Olson n'a même pas été encore repêché encore. Là. Fait que, tu sais, quand on dit que lors du name dropping, ça vaut ce que ça vaut des fois, c'est ça. C'est ça. Fait que, puis il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Puis c'est ça. Mais on s'est fait prendre au jeu, nous autres aussi. Vous l'avez vu avec Dvorsky. C'est bien correct, mais au moins... ça aurait fait un beau segment du podcast. Oui, puis vocalement, on a sûrement aussi des épisodes, là, c'est sûr et certain qu'on en a plein, mais on commencera pas à écouter 2000 heures de podcast juste pour sortir des nouvelles. Puis on en avait quand même des pas pires, honnêtement, là, des takes qui vieillissent encore bien. Là, puis
Je rappelle le slogan du TSLH Espoir, la phrase typique que Simon Servant nous sert. On n'est pas des scouts, mais on n'est pas des épais à temps plein non plus. Non, une fois de temps en temps. Mais ce dernier segment prouve qu'on est aussi capable d'être épais des fois. Pascal change un petit peu mon orientation de caméra pour... Okay. Ouais, t'attendais le prochain mot d'orientation. Hein, je change, OK, d'orientation. D'accord. Non, c'est ça. Non, orientation de caméra. Petite carte. Hey. Donc, on va ouvrir ça dans le bon sens. Je vais les regarder en premier, puis après ça, je vais te les montrer à l'écran. Les bases, je les montrerai pas. Jeff Skinner, Mason Appleton, Brendan Gallagher. Oh, Pascal. Quoi? Owen Tippett. Owen Tippett, nice. Oh, shit. Let's go. C'est qui? Young Guns? C'est Gauthier, ça? Cutter Gauthier. Cutter Gauthier, nice. Young Guns de Cutter Gauthier. Yes, sir. Un beau 7 piastres. Une checkpoint d'Eza Lindell, Cole Perfetti, Marc-Édouard Vlasic, Jimmy Vesey à son 8e passage avec les Rangers, Jake Wallman avec les Red Wings, ça vaut plus rien, puis Ryan Hartman. Donc, pour ce pack-là, Cutter Gauthier. Let's go. Young Guns de Cutter Gauthier. Parfait, ça. Fait que on va capitaliser. On va espérer qu'il marque un peu de but dans les prochaines semaines, dans les prochaines saisons, parce que pour l'instant, c'est quand même assez tranquille. Là. Ouais. Moi, je vais ouvrir mon petit paquet de. Mon petit paquet, là. En plus, tu nous fais du ASMR. Ouais. C'est que ça m'énerve. C'est pas cette vidéo-là. Écoutez de la pluie, c'est correct, là. Voyons, on est tous capables d'ouvrir un paquet de cartes de hockey, mais quand on se fait filmer en même temps, c'est plus difficile. Donc, base Robert Thomas, puis un autre base, mais Cole Caulfield, puis Frozen Hot Shot de Connor McDavid. C'est ça? Ouais, Connor McDavid. Ça vaut rien, mais c'est Connor McDavid. Fait qu'il vaut un peu plus cher que tous les autres. Yes. Fait que, un beau 8 piastres aujourd'hui. Oui, ben, écoute, c'est pas la meilleure version des Young Guns. C'est sûr que... Non, c'est pas une exclusive Benign Gloss, mais c'est pas grave. Mais ça le fait pareil. Je suis bien content. Écoute, c'est la première vraie, si on veut, que je reçois dans ce pack-là. Donc, on va le prendre. On va l'ajouter à ma collection composée de Will Cooley et de Tyson Forster et de Ridley Gregg dans mes Young Guns que j'ai de pas pire jusqu'ici. Alright, Pascal, gros merci de t'être prêté au jeu des pires takes Twitter. C'était bien plaisant. J'espère que les gens qui nous écoutent ont apprécié. Je sais que Charles l'a mentionné, mais j'espère que les autres personnes qui vont nous écouter, YouTube, Spotify et tout, vont apprécier. Puis n'hésitez pas à commenter sous la publication sur les plateformes publiques. Ça aide toujours pour les algorithmes et tout. Vous pouvez mettre vos pires takes aussi. Mettez-en aussi dans les commentaires pour faire voyons, ça là. Pour faire voyager sur Facebook ou sur Twitter ou sur peu importe où vos allégeances. Allez-y avec vos pires takes en retweetant ou bien juste en partageant ou en commentaire. Je pense qu'on pourrait avoir plusieurs sujets intéressants, selon moi. Exact. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast.